Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuibert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Vuibert est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conformes au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.vuibert dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute! Bonjour Jérémy. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors c'est la première fois que je tourne en tout cas à la Défense. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. Pour vous situer un peu, on est au 39e étage d'une tour à la Défense parce qu'on est chez Deloitte aujourd'hui. Donc si je t'explique un peu comment va se passer l'interview, il va y avoir une première partie où on va revenir au tout début. Jérémy, où est-ce qu'il est né? Qu'est-ce que faisaient ses parents? Est-ce qu'il avait des idées de métier qu'il voulait faire quand il était petit? Quelles études il a choisies? Puis quel job il a fait jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous dire Jérémy qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission et qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est vraiment cool. Très, très agréable de t'accueillir ici, justement au 39e étage. Il fait un peu moche à la Défense aujourd'hui, mais ça va. On va bien s'amuser. Et carrément, du coup, je m'appelle Jérémy Stevens. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je commence à vieillir. Et je viens d'être diplômé aussi du diplôme d'expertise comptable, commissariat aux comptes. Là on est en février, j'ai fait la promo de novembre, du coup c'est vraiment tout frais. Et en fait aujourd'hui je bosse au sein de l'OAT, côté blockchain et Web3, un nouveau service qu'on a justement développé il y a de ça maintenant un peu plus de 2 ans. Et je suis du coup le manager dans l'équipe où justement l'objectif est de chapeauter cette équipe, d'accompagner nos clients sur ces sujets, que ce soit côté audit ou côté, mission un peu plus d'accompagnement et de donner de l'assurance et de conseils traditionnels. Je pense qu'on y reviendra. Et aussi, bien sûr, de développer, la communication autour de tout cela. C'est un peu une petite équipe il y a 2 ans, il n'y avait rien et aujourd'hui, on est 5. Et il faut développer petit à petit, faire des études, faire de la publication, et histoire de montrer qu'aujourd'hui, on a cette expertise. Super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, où est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né à Paris? Alors, moi, en fait, j'ai toujours été en région parisienne. Je viens du 78, en fait. Je suis né à Mantes-la-Jolie, du coup vraiment bien éloigné de Paris, mais toujours quand même en Île-de-France. Je m'en rappelle absolument pas. Je suis né là-bas, mais en fait, j'y suis resté 2 ans. Et ensuite, j'ai vécu toute mon enfance toujours dans le 78, mais entre Poissy et Saint-Germain, un petit village qui s'appelle Vilaine-sur-Seine. Et mon enfance, c'était assez traditionnelle, en banlieue parisienne, avec du coup, on était dans une maison avec mon père, ma mère et ma sœur. Rien de particulier, on n'a pas voyagé aux 4 coins du monde, on n'a pas changé pour partir dans tel ou tel pays, mais c'était très agréable, un bon cadre de vie parce qu'on avait les joies quand même d'être dans un petit village, mais en même temps de pouvoir aller vivre à Paris, assez agréable quand on commençait à grandir et qu'on avait envie de bouger. Et tes parents, ils faisaient quoi? Alors, dans ma situation, mon père ne travaillait pas. Il s'occupait de nous. Enfin, en tout cas, il était au foyer pour justement aller nous chercher à l'école, nous aider, etc. Et c'est ma mère qui travaillait en fait. Elle a toujours travaillé en banque, à la BNP justement. C'est toujours difficile d'expliquer son métier.
En fait, elle était côté informatique, côté maîtrise d'ouvrage, de mettre en place toute l'architecture informatique de la BNP, mais côté finance, côté activité financière. En bref, si vraiment je veux le vulgariser, ça veut dire qu'en fait, elle était l'architecte pour mettre en place le système d'information de la BNP côté activité de finance et reporting. Globalement. Tu étais déjà un petit peu dans le... Exactement. On voit d'où ça venait. Tout ce côté finance, compta et côté IT, tout est arrivé à mon avis un peu naturellement par là. Au niveau des notes, où est-ce que tu te situais dans la classe? C'est une très bonne question. Je vois que j'ai entendu que tu l'as posée souvent. J'ai été très disparate sur mon enfance en fait. Au tout début, franchement, j'étais le pire, un des pires. J'étais un des derniers de la classe, le petit perturbateur au fond de la classe qui n'écoute pas trop, qui préfère s'amuser et faire le pitre avec ses amis pour faire rigoler ses amis. Alors, quand on est en primaire, on le sent pas trop, il y a pas trop d'enjeux. C'est plus qu'on était au collège où ça s'est vraiment senti et j'étais le pitre qui avait toujours des avertissements à chaque fin de trimestre, sauf au dernier pour éviter de se faire renvoyer. J'étais toujours au rat, à la limite de la limite. En fait, pourquoi aussi? Parce que, en fait, ça m'intéressait pas. Il y avait ce côté, ça m'intéressait pas. Quand on parlait de physique, de SVT, même de français, à faire des corpus de texte, tout ça pour moi, c'était des choses tellement abstraites que ça m'intéressait pas et que j'avais pas envie de m'y intéresser. Et en fait, j'étais dans un établissement privé qui, du coup, avait une très bonne réputation et de très bons résultats au bac. Mais le vice derrière cela, c'est que quand on n'est pas du bon côté, on va dire, et qu'on a plutôt des mauvaises notes, on tend plutôt à essayer de nous mettre de côté pour éviter de faire diminuer leur moyenne. Et en fait, je l'ai senti en seconde. En fait, en seconde, j'ai essayé un peu de me réveiller. Je me suis dit, bon, je commence un peu à grandir, le bac arrive, faut quand même penser à son avenir. C'est bien de faire rigoler et de rigoler avec les gens, mais il faut peut-être un peu avancer et essayer d'avoir des meilleures notes et essayer de penser à son avenir. Et j'ai commencé à me réveiller, mais c'était un peu trop tard. C'est quand tu te réveilles, mais que tu t'es déjà mis des balles dans le pied et que tu as une énorme pente à gravir, c'est bien plus complexe si tu n'as pas démarré avant tout le monde. Et du coup, j'avais un peu trouvé cette solution que je voulais pas redoubler non plus, bien sûr. À cet âge-là, tu es avec tes amis, tu penses... J'avais pas cette ambition de vouloir dire allez, je redouble pour après pouvoir partir en ES ou je sais plus ce que c'est aujourd'hui les classes. Je crois que t'as plus vraiment de classe, tu choisis tes spécialités. C'est ça, exactement. Exactement. Et à l'époque, du coup, c'était S scientifique, ES économique et L littéraire. Et bon, vu que je savais que déjà la S c'était pas possible pour moi, j'allais partir en économie qui pouvait plus m'intéresser. Et en fait, mon école aussi faisait les classes STMG, aujourd'hui STMG, mais avant STG. Je savais que si je partais là-dedans, on allait moins m'embêter pour me faire redoubler. Et du coup, en fait, naturellement, je me suis tourné vers ça. Aussi, on me proposait de faire ça. Et justement, STMG, et il y avait 2 spécialités, marketing et comptabilité. On sent qu'on le voit venir arriver, hein. Et en fait, pas du tout de base. Je voulais y aller, mais en fait, un peu juste pour éviter de redoubler, un peu par hasard, j'y allais. Et en choisissant, à la fin de l'année de ma seconde, quelle spécialité, j'avais coché marketing avec ma mère, pour remplir le papier et tout. Et en fait, le jour où on devait rendre le papier, je parle avec mes amis, il y en avait un aussi qui allait partir en STMG, et je lui dis, du coup, t'as coché quoi? Et il me dit comptabilité. Et là, au dernier moment, avant de rendre ma feuille, j'ai enlevé marketing et j'ai mis comptabilité, et je suis parti en STMG comptabilité. Et le pire dans tout ça, c'est que l'année d'après, mon ami était parti de l'école. Je me suis retrouvé seul dans cette classe, en comptabilité, sans trop savoir ce que je faisais déjà là de base. Et en fait, j'ai eu un peu cette chance je me suis redécouvert. C'était un peu un renouvellement pour moi. Les matières étaient totalement différentes. On parlait, bien sûr, comptabilité, on parlait économie, on parlait droit, on parlait management. Des matières qu'on voit ensuite en DCG, DSCG, et je commençais à y toucher. Et c'était super intéressant. Ça m'intéressait là énormément, travailler le soir pour travailler ça, c'était super pour moi. Et du coup, j'ai travaillé là, j'ai bien travaillé, je me suis vraiment repris, mais c'était plaisant pour moi. Ce qui a fait qu'au final, j'étais là avec un de mes nouveaux amis, on se battait pour être le premier, deuxième, selon les trimestres.
Ça m'a permis à la fin d'avoir, je crois, 18 en compta. J'étais assez bon en comptabilité, justement, parce que ça m'intéressait, je comprenais l'enjeu derrière, et ça avait un impact réel, je trouvais, dans notre monde. Et du coup, ça m'a permis, vraiment, là, c'était vraiment le renouveau, le Jérémy qui était perturbateur était fini, entre guillemets, et là, j'étais vraiment lancé pour à apprendre de nouvelles choses qui m'intéressent et me développer là-dedans. Et vu que tu avais des bonnes notes, alors je suppose que peut-être tu te dis quel métier je vais pouvoir faire. Est-ce que directement tu t'es dit voilà, par exemple, je veux être expert comptable, ou comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé, effectivement? C'est aussi arrivé très vite, en fait. Parce que nos profs étaient du coup très, très gentils aussi, très, très à l'écoute. Même pour les plus perturbateurs encore qui pouvait y avoir dans ma classe, parce que il y avait moins cet enjeu déjà d'essayer d'aller loin, d'essayer d'avoir les meilleures notes, parce que c'était pas les mêmes. Dans mon établissement, on regardait les notes du bac, mais pour les S, ES, L. Du coup, il y avait moins cet enjeu, ils nous mettaient moins la pression, ils nous écrasaient moins. Et dans ces profs, justement, il y avait notre prof de comptabilité et de gestion qui avait fait alors j'ai oublié les appellations, mais elle avait le DSCG. Elle avait commencé. Le DESCF, peut-être? Ouais, c'est ça, DESCF, c'est ça? Ouais, je crois que c'était l'appellation avant. L'appellation précédente, exactement, ouais. Et elle avait commencé le DEC, mais elle avait arrêté parce que pour raison qu'elle commençait à avoir des enfants, de fonder une famille, etc., pour des raisons plus personnelles. Et c'est elle, la première, qui nous a expliqué le métier d'expert comptable, qui nous en a parlé, qui nous a dit, voilà, avec ce que vous faites là en spécialité comptabilité, vous pouvez ensuite aller là-dessus. Et c'est ça le métier d'expert comptable. Et c'est là, en fait, dès la première, que j'ai compris que l'expert comptable, c'était pas juste celui qui allait gérer la comptabilité de l'entreprise, mais ça allait être aussi la personne qui est un peu le bras droit du chef d'entreprise, qui va accompagner ses clients entreprises pour évoluer, alors au niveau comptable, mais aussi au niveau juridique, au niveau des aides, etc. C'était vraiment, j'ai compris ça, et c'est là où ça m'a donné l'ambition de me dire, tiens, allez, on y va, on va faire le DEC. Et ma mère je me rappelle, ma mère s'en rappelle toujours, parce que c'est ma mère qui était derrière moi aussi, qui me poussait beaucoup à l'époque où j'étais perturbateur, où j'avais des mauvaises notes, qui parfois rentraient le soir et après le boulot et me faisait travailler. Un matin, du coup en première, je lui dis, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Je vais être expert comptable. Et alors, ma mère, elle était gros yeux comme ça, en mode, mais pourquoi? Comment? Expert comptable, c'est dur, c'est quand même du piton. Toi qui n'es pas scolaire. Oui, moi qui suis pas scolaire, d'un coup comme ça, là. Et pendant les réunions professeurs qu'elle a fait ensuite, ma mère, elle a échangé avec mes professeurs qui m'aimaient beaucoup, vu que j'étais plutôt dans le... j'écoutais, je travaillais bien, etc. Et ils m'ont dit oui, carrément, pour Jérémy, partir là-dedans, c'est clairement une bonne solution pour lui, et on le voit clairement partir là-dedans. Et du coup, elle était déjà rassurée. Et aussi contente pour moi de voir que j'avais, entre guillemets, enfin trouvé une voie qui, en plus, me correspondait bien. Et alors, pour avoir ce DEC, est-ce que tu te dis direct, je vais faire le DCG? Est-ce que c'était la seule option pour toi? Est-ce que tu as postulé à plusieurs écoles post-bac? Comment ça s'est passé? Ouais, carrément, en fait. C'est vrai qu'il y a différents choix. À l'époque, peut-être, je le savais moins. Et il y avait aussi le côté, on vient STMG, du coup, il y avait quelques portes qui s'étaient un peu fermées sur certains établissements. Mais directement, on m'avait parlé du DCG, des SCG, et je m'étais naturellement tourné là-dessus. Et j'ai naturellement, du coup, cherché plus à Paris qu'est-ce qu'il y avait, du coup, comme établissement. Dès la première, en fait, j'avais fait des portes ouvertes d'école en première. J'étais allé les voir, et mon établissement aussi, dans lequel je suis allé ensuite. J'allais déjà les voir en leur disant, ouais, mais je suis qu'en première, du coup, c'est pour dans 2 ans, dans 1 an et des poussières. Et du coup, je savais que c'était le DCG, DSCG que je voulais faire, plutôt dans un établissement où on est encadré par des professeurs, parce que je savais quand même mes anciennes lacunes. Je voulais pas non plus, entre guillemets, retomber dans comment j'avais pu être avant. Je voulais avoir un minimum d'encadrement, que de partir totalement dans quelque chose comme une fac qui va nous accompagner, mais peut-être il y aura moins de suivi, quitte à faire de l'alternance pour payer justement cet établissement. Et du coup, j'ai un peu fait les portes ouvertes des différentes écoles. Et mon choix s'est reposé à la fin sur le NGDE,
J'ai fait le NG2E parce que j'avais eu un très bon fit avec l'école, avec les personnes qui étaient dedans. C'était quelque chose qui, je trouve, me correspondait bien pour l'époque. Du coup, je les ai vus dès la première année, enfin dès ma première, et je l'ai intégré à la fin de la terminale pour le début des études supérieures, directement pour le DCG. Ouais. Est-ce que tu avais des a priori, peut-être, tu sais, des fois on dit que le DCG c'est difficile, est-ce que tu avais cette image-là ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pas au début, pas du tout. Je sais même pas si au début on m'avait dit que... Enfin, j'avais cette image du DCG difficile. En fait, vu qu'en plus, quand on a commencé le DCG, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai un ami, toujours aujourd'hui, qui était en première et terminale avec moi, et qui, au final, a fait la même école que moi. Et du coup, on s'est suivi aussi de la première année de DCG à la fin de DSCG. Il a fait aussi de l'OAT avec moi. Aujourd'hui, il est plus là, et le DEC, il l'a commencé, mais voilà, c'est compliqué pour lui. C'est Léopold? Non, c'est pas Léopold. Mais ça aurait pu. Non, ça aurait pu. Léopold, on s'est connu effectivement en DSCG. Il avait fait Turgot, je crois, Léopold avant. Et non, là, c'est un ami, il s'appelle Michael, et il était du coup au même lycée que moi, et on s'est suivis, on se connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Oui, il y a plein de personnes qu'on se connaît à droite, à gauche depuis longtemps. Et je sais plus ce que je disais. Est-ce que tu avais l'image que c'était difficile ou pas? Non. Mais Non, parce qu'au final, le fait d'avoir fait STG aussi, on a fait beaucoup de matières économie, de droit, de compta. Du coup, on se retrouvait dans une classe, même au début, où tu avais des personnes qui avaient fait que des matières scientifiques ou des matières même économiques un petit peu, mais qui découvraient la compta. Alors que nous, en fait, la première année, par exemple, a été de la révision, entre guillemets, de ce qu'on avait déjà fait. Et même le DCG a été assez facile, je trouve, de mon côté. Quand je dis ça, ça demande énormément de boulot, hein, c'est sûr. Surtout c'est beaucoup de par cœur, d'apprentissage. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, c'est vrai il y a eu des évolutions, je crois, maintenant, pour le diplôme. Mais c'était beaucoup d'apprentissage de par cœur au niveau juridique, etc. Mais à la fin de la deuxième année, je crois, j'avais déjà tous les points pour avoir mon DCG en troisième année, si j'ai 6 partout. Du coup, ça allait. J'arrivais à mélanger le côté avoir sa vie d'étudiant, d'arriver à sortir avec les amis le vendredi. On était dans le 11e, du coup, c'est un bon quartier connu dans Paris pour sortir. Du coup, j'arrivais à avoir cette casquette de je sors aussi avec les amis, mais en même temps, je reste sérieux et je bosse le week-end et le soir pour quand même avoir des bonnes notes et bien avancer. Et les matières, ça te plaisait toujours? Ça te confortait dans le fait de devenir expert comptable? Totalement, ça me plaisait toujours parce que c'était toujours intéressant et global. On avait cette vision au niveau juridique, sur différents thèmes juridiques, enfin de droit. On avait bien sûr la comptabilité, on avait le management, etc. etc. Tout ça était des matières intéressantes. Franchement, je me plaisais beaucoup là-dedans, ouais. Et au niveau de tes stages, alors est-ce que tu as fait des stages en cabinet, en entreprise? Comment tu les as trouvés? Alors, mon premier stage, en fait, j'ai eu une chance énorme. C'était une amie de ma mère qui a réussi à me trouver un stage. C'était chez EY déjà à l'époque. J'avais fait déjà un autre gros cabinet. Déjà dans les bigs. Ouais, déjà dans les bigs. Non, mais en fait, il y a aussi un autre truc pourquoi j'ai fait ça, mais je le dirai après. Mais du coup, oui, j'ai déjà eu une chance énorme de faire, entre guillemets, une chance énorme de le faire dans un big, parce que de base, en fait, ils ne prenaient pas pour la durée que je proposais. Mais ils m'ont pris et j'étais un côté audit, mais plus global, plus générique, pas que côté finance, banque, comme je l'ai été par le passé. Et c'était intéressant de commencer à mettre le pied dedans, mais c'était assez flou à l'époque parce que il y avait ce côté, vu que je restais pas très longtemps, ils avaient pas le temps de me faire monter vraiment pleinement sur des dossiers. Et en plus, c'était une période où c'était assez calme, c'était pas la saison d'audit, et du coup, il y avait moins de choses à faire, et je me retrouvais à faire des travaux d'audit sans réellement comprendre pourquoi, comment, quel est l'impact. Mais c'était une très bonne expérience parce que ça a été le début de la vie professionnelle, d'aller en entreprise, parler à des gens, commencer à apprendre, voir comment ça marche, et c'était assez intéressant. Et j'en ai profité, en fait, j'ai saisi cette opportunité de faire EY, parce qu'on venait, en fait, au sein de mon établissement, enfin, au sein de mon école, le NG2E, d'avoir ce partenariat, justement, avec Deloitte. On l'avait pas au début quand on est arrivé, mais il commençait à se monter, on commençait à avoir des classes pour, en fait, faire le master DSCG en alternance chez Deloitte.
Et ça m'intéressait. Et du coup, l'opportunité de faire un stage chez EY, bien que ce soit de courte durée, je me suis dit que c'était quelque chose qui était intéressant sur le CV pour ensuite pouvoir faire ma candidature pour faire ce DSCG. Et ton deuxième stage, tu l'as fait au même endroit ou... Alors non, le deuxième, j'ai pas eu besoin de faire de deuxième stage parce que j'ai fait dès la troisième année de DSCG, de l'alternance. Ah ok. Et du coup, l'alternance compensait du coup ce deuxième stage. J'ai aussi fait l'alternance aussi pour cette ambition de un peu remplir mon CV pour montrer que j'ai de l'expérience pour justement essayer d'intégrer Deloitte pour le DSCG. Et j'ai fait en fait mon alternance, alors là, au sein de la BNP Paribas, côté finance et reporting. En fait, on était dans une équipe qui... j'étais en charge du reporting mensuel des activités de marché sur les... Enfin, en charge, hein, j'étais alternant, hein, du coup, j'étais pas en charge, mais je travaillais justement dedans. Pour les activités de marché, alors on parle de fixed income. Globalement, c'est toutes les... si je veux rester simple, c'est toutes les opérations financières liées à l'émission de dette sur les marchés. Tous les financiers, que ce soit les traders de BNP, Paris, New York ou Londres ou Tokyo, qui faisaient des opérations, qui mettaient de la dette ou qui achetaient et vendaient ce type de produits, il y avait un reporting à faire. Et c'est moi qui m'assurais justement de ce suivi mensuel, qu'il n'y avait pas d'écart, et qui passait le cas échéant justement des opérations comptables pour ajuster le tout, globalement. Et c'était une volonté pour toi de tester l'entreprise ? Oui, c'était aussi une volonté de faire un peu un mélange. J'avais commencé par un cabinet. J'avais cette opportunité aussi de toucher un peu à la finance qui m'intéressait déjà en fait. En fait, le milieu financier m'intéressait déjà depuis longtemps pour le côté assez perplexe de la finance, c'est quelque chose de difficile à comprendre. C'est un peu comme un problème mathématique à essayer de résoudre. Parfois, il y a telle situation qui arrive, tel impact, et ça fait que du coup, ça va avoir un impact ici. Du coup, c'est des choses intellectuellement, je trouve ça très très intéressant. Et ça m'intéressait déjà, même déjà justement en terminale quand j'étais encore en STG. Et du coup, c'était l'opportunité pour moi d'essayer un peu de toucher à cela, chose que j'ai vraiment adorée. Ça m'a permis justement de mieux comprendre les activités de marché, comment ça marchait à ce niveau-là. C'est quelque chose de très opaque, la finance, qu'on comprend pas trop, qui a aussi beaucoup de vices, mais que intellectuellement, je trouvais ça intéressant d'essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche. Et t'as une certaine satisfaction quand t'arrives à comprendre et à mettre les différentes pièces du puzzle, de dire ok, comme quand t'as fini un puzzle, de dire ok, j'ai réussi à faire le truc, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Du coup, c'était une super expérience. Et ça m'a conforté dans l'idée justement de me dire tiens, si je vais ensuite chez Deloitte, on pouvait en fait choisir nos spécialisations, enfin de se spécialiser, soit en audit généraliste exactement, pour avoir toutes les activités commerciales, de services, etc. Soit aussi côté associatif, vraiment gérer du coup l'audit de grandes associations et d'ONG. Et le côté financial services, du coup tout ce qui est banque, assurance, etc. Et moi, je me suis du coup naturellement tourné quand j'ai commencé le DSCG au sein de Deloitte, côté banque du coup, pour continuer un peu sur cette lancée. Et tu pouvais choisir, en gros, on te demandait dans quelle spécialité tu voulais aller ou t'étais, parce que tu vois, vu que t'es quand même alternant, moi j'ai plus l'idée de me dire, quand tu postules, entre guillemets, c'est pas vraiment toi qui choisis, tu vois. Totalement. C'est vrai que t'as cette vision-là et c'est vrai. Mais au final, on nous demandait au début de choisir un peu cette spécialité. Et en fait, la banque, l'assurance ne tire pas énormément. Du coup, naturellement, moi, le fait d'avoir dit je veux y aller, ça a été très facile et ils ont même plutôt, je pense, été contents de m'y envoyer. Parce qu'il me semble que certaines personnes qui avaient demandé justement d'être généralistes se sont retrouvées en banque assurance. Du coup... il y avait en fait justement ce manque à ce côté-là. Du coup, je complétais plutôt un manque. Du coup, j'ai pas trop eu de problème de mon côté, quoi. Tu t'es retrouvé alors dans la classe où c'était que des alternants de Deloitte ? C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. En fait, du coup, ils avaient monté ce partenariat. C'était, je crois que Léopold en avait déjà parlé un petit peu. En fait, on avait un rythme un peu particulier. Parce que du coup, on alternait entre aller au sein de Deloitte, de travailler en audit chez Deloitte, et aussi de travailler à l'école. Mais c'est pas un rythme type 2 jours, 3 jours, ou une semaine, 2 semaines.
une semaine l'un, une semaine l'autre. C'est vraiment, quand c'est la saison d'audit, on y est presque 3 mois d'affilée au sein de Deloitte à travailler, à être présent pour apprendre de notre côté, mais pour aussi travailler pour réussir à faire les missions d'audit. Et quand c'est un peu plus calme, on a retourné plus en cours pour travailler le diplôme, parce qu'il faut aussi quand même essayer d'obtenir notre diplôme à la fin. Donc le DCG, toi, ça s'était bien passé au niveau des notes. Est-ce que au niveau du DCG, ça change ou pas? Et est-ce que tu arrivais bien à t'organiser avec l'alternance? Parce qu'on sait qu'en général, en audit, tu as une charge de travail qui est importante. Comment tu as réussi à gérer ça? C'est vrai que c'était totalement différent, parce que même ma première alternance en DCG, comme je t'ai dit, j'avais déjà les notes qu'il fallait pour l'avoir. J'étais en alternance dans un rythme un peu moins soutenu, même s'il y avait des pics de rush parfois. Ça, c'était ça. Du coup, le rythme, la balance perso et travail était assez, travail, alternance, travail, DCG et perso était assez bien équilibré. Arrivé en DCG, c'était un peu totalement différent. Déjà, tu avais ce côté Deloitte qui, bien sûr, t'offre beaucoup d'énormes possibilités d'avoir de belles opportunités de mission, de travailler avec des grands clients, avec de grandes problématiques, qui justement complétaient le côté que je disais tout à l'heure, d'essayer de comprendre ces problématiques. T'arrives, tu comprends rien parce que t'as trop d'informations et t'arrives pas à les emboîter ensemble. Et t'as cette satisfaction, à force d'y travailler, de dire, OK, du coup, il y a ça, du coup, ça a un impact là-dessus. Du coup, comptablement, là-dedans, c'est pour ça qu'il y a ça. Mais du coup, ça demande du temps. Ça demandait aussi de s'adapter en fait à tout cela. Surtout en saison d'audit, on avait une charge de travail quand même qui pouvait être assez conséquente. Du coup, ça avait nécessairement un impact sur le côté travail pour le DSCG. Ça ne m'a pas empêché quand même de le travailler, de rester assez sérieux. La première année était peut-être un petit peu moins assidue. Je me suis peut-être un petit peu, vu qu'en troisième année, je me suis un peu reposé sur mes lauriers et que la première année de DSCG, il y avait beaucoup de travail côté de Deloitte, je me suis peut-être pas trop appuyé. Enfin, je me suis un peu reposé. Mais j'ai quand même travaillé. Mais du coup, j'avais des points de retard sur les deux grosses matières que sont la comptabilité et le droit. Chose qui m'a du coup fait un peu peur sur la deuxième année, où là j'ai enclenché la seconde, la troisième, etc. pour vraiment travailler d'arrache-pied pour avoir mon diplôme. Mais au final, j'ai eu toutes les notes qu'il fallait en deuxième année. J'ai réussi à allier le côté de l'OAT, écriture du mémoire et travail des matières écrites. Et au final, j'ai eu mon diplôme. Je sais plus combien j'ai eu de moyenne, mais j'ai eu ce qu'il fallait clairement. Assez quoi. Et ton mémoire, tu avais fait sur quel sujet? Tu te rappelles? Sur l'audit, du coup. Alors oui, sur l'audit. Tu sais, j'ai repensé à ça avant qu'on se parle, justement pour me dire mais j'ai fait sur quoi déjà? Et c'était un truc très très d'actualité à l'époque et très bancaire. C'était et très norme internationale. C'était sur la norme IFRS 9 venait de tomber et qui avait un impact sur les banques, et du coup j'avais fait ce sujet. Alors, à vrai dire, je l'avais choisi plus par entre guillemets facilité, parce que je l'avais vu et il y avait de la documentation. Je l'avais pas fait par, on va dire, passion. Je pense que je serais même pas capable d'en reparler vraiment dans le détail aujourd'hui, vu que c'est même plus trop mon activité aujourd'hui. Mais j'avais eu une excellente note, j'avais je crois 14. Enfin, du coup, c'est quand même assez suffisant. Un super jury qui était très gentil, qui me donnait des conseils pour si je voulais l'étendre sur le deck ensuite. Chose que j'ai pas voulu parce que c'était un sujet à l'époque d'actualité, mais aujourd'hui, voilà. Et je voulais aussi peut-être faire quelque chose de plus passionnant, qui m'intéresse plus par la suite. Et voilà. Du coup, t'es resté combien de temps dans ta spécialité banque, assurance? Je crois que on a rejoint Deloitte en 2016, octobre 2016, ce qui commence à dater. Et je crois que je suis resté en banque entre l'alternance et le CDI qui a suivi après l'obtention du DSCG. Jusqu'en 2020, il me semble. Ouais, c'est ça, 2020. Et ensuite, j'ai en fait eu l'opportunité justement du coup de changer, parce qu'on venait de développer, on venait au sein de la firme d'embaucher une associée qui s'appelle Marilyn Ricard, qui est aujourd'hui mon associée, avec qui je travaille, qui elle est spécialisée côté blockchain et Web3, technologie blockchain et Web3, depuis maintenant, je crois 2016-2017. Et elle est arrivée pour justement développer ce service-là.
un service du coup qui a deux ambitions, l'ambition de côté audit, je pense qu'on y reviendra après, mais aussi d'autres missions plus advisory et donner de l'assurance à différents acteurs. Et du coup, moi qui m'y intéressais déjà de côté sur le côté perso, j'ai eu l'opportunité du coup d'échanger avec elle et justement d'intégrer son équipe, qui justement commençait à chercher un manager. Je commençais à arriver manager au sein de Deloitte, et justement d'apporter cette casquette d'auditeur qui pouvait manquer dans l'équipe pour justement aider à développer justement cette méthodologie d'audit liée aux opérations blockchain et à tout ce qui est autour. Tu disais que justement tu arrivais au moment où tu allais être manager. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent comment ça marche, les évolutions quand on est dans un big? Ouais, bien sûr, carrément. C'est vrai que c'est très gradué dans un big. C'est en fait, quand on est surtout côté audit, chaque année, logiquement, il y a un changement de grade. Ça passe aujourd'hui d'analyste. Alors, les appellations, c'est analyste, senior, manager, senior manager, directeur et ensuite associé. Ça fait une grande échelle. Et en fait, dedans, il y a encore des paliers. Il y a analyste 1, analyste 2, enfin confirmé, senior 1, senior 2, junior manager, puis manager 1, 2, 3, 4, 3, senior manager 1, 2, 3. Moi, je sais même plus combien il y a de managers, combien il y a de rangs senior manager. Après, plus on monte, plus après, c'est plus sur notre travail et ce qu'on apporte pour passer soit senior manager. À une époque, des senior managers passaient à associés directement après parce qu'il y avait quelque chose qu'ils apportaient en plus, que ce soit une expertise ou une clientèle. Aujourd'hui, on va dire, ce milieu-là est un peu plus bouché. Du coup, il y a de plus en plus de personnes qui passent directeur, qui ont cette expertise, mais qui n'ont pas du coup encore le petit truc qui manque pour passer en plus associé. Et associé, du coup, c'est les personnes qui détiennent les parts de la société et qui, justement, gèrent en haut toute la maison de Deloitte. Du coup, toi, tu as fait ton stage chez Deloitte. Tu t'es pas dit, je sais pas, je veux tester d'aller en cabinet, on va dire, plus classique, parce que vu que ta volonté à l'origine, c'était d'être expert comptable, on imagine plus l'expert comptable qui a un cabinet. Est-ce que toi, justement, tu te disais, en fait, finalement, je veux pas faire de cabinet, ou comment t'as réfléchi à l'époque? Ouais, carrément. Et effectivement, en fait, j'y ai même pensé et ça m'avait fortement traversé l'esprit. Et en fait, en toute franchise, je pense que si je n'avais pas eu cette opportunité blockchain et Web3 qui était en fait ma passion, enfin ça, c'était vraiment devenu ma passion personnelle où j'en apprenais tous les jours. On reviendra peut-être aussi là-dessus plus tard. Et vu que j'ai eu cette opportunité au sein de Deloitte, je l'ai saisie et j'en ai profité. Mais si je ne l'avais pas eu et que j'étais resté en audit traditionnel, je pense que je serais tourné plus un moment sur le côté cabinet à taille humaine, qui fait peut-être un peu de comptabilité, mais aussi du conseil pour accompagner justement les entreprises, pour justement voir davantage comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pour que une fois que j'ai le deck, je vois en fait comment ça fonctionne, et vraiment de développer cette expertise pour dire d'avoir le deck c'est bien, mais aussi de montrer qu'il y a des choses que aujourd'hui je n'ai pas encore trop vues, mais qui peuvent être très intéressantes, et que ce soit intellectuellement ou aussi en apport pour nos clients. Tu disais que justement c'était ta passion un peu, la blockchain, le Web3. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aussi ce que c'est? Parce que même moi, tu vois, j'entends les termes, mais c'est vrai que c'est pas forcément un sujet que je connais très bien. Mais même pour nos auditeurs, nous expliquer un peu ce que c'est et comment toi t'es tombé dedans, comment ça se fait que c'est devenu ta passion, comment ça se concrétisait. Je sais pas, est-ce que tu regardais des vidéos YouTube? Est-ce que tu as des chaînes à nous recommander, ce genre de choses, ou des livres Ouais, c'est vrai que c'est une technologie. Je pense que tout le monde a entendu ces mots, mais certains peuvent le définir, mais d'autres peuvent être encore un peu perdus. T'as raison de poser cette question. En fait, globalement, si on veut simplifier tout ça, une blockchain, c'est quoi? C'est simplement un réseau. Un réseau qui permet de faire des transactions, d'envoyer des choses, de recevoir des choses. Ça peut être ça peut être de l'information, ça peut être quelque chose qui a une valeur économique, ça peut être des images, ça peut être etc. Des images, des vidéos, etc. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce réseau, c'est qu'en fait,
en tout cas, ce qui ressort à l'origine de cette technologie, c'est que ce réseau est déjà devenu plus ou moins décentralisé. C'est-à-dire que n'importe qui peut être acteur de ce réseau, être ce qu'on appelle un nœud, participer à que ce réseau continue d'exister. Et aussi, c'est un réseau qui est plus ou moins crypté, ce qui permet d'avoir une certaine anonymité, d'être anonyme par moment, et du coup, ce qui peut aussi intéresser certaines personnes. En fait, cette technologie, elle est apparue en 2008. Enfin, réellement, alors il y avait d'autres. Je vais pas rentrer dans les prémices de la blockchain et pour comment la blockchain a été créée, quelles ont été les inspirations de Satoshi Nakamoto qui a créé la blockchain Bitcoin. Mais il l'a créé en 2008 et à l'origine, il a créé cela pour à l'époque, on était en crise financière. Il y avait la crise des subprimes et il l'avait créé pour justement avoir un moyen de faire des transactions, de faire des échanges sans passer par un intermédiaire qui s'appelle une banque, justement. On retourne un peu sur mon ancienne activité. Et en fait, justement, l'ambition était de dire, bah tiens, si je veux t'envoyer quelque chose qui vaut 10 euros, ou même une image, ou même t'envoyer une de mes informations, je peux te l'envoyer. Tu auras l'information. Les gens pourront voir que je te l'ai envoyé, enfin, verront qu'il y a eu une transaction qui a été faite, mais ne sauront pas de quoi. Et sans passer par un intermédiaire. L'intermédiaire est le réseau qui est géré par plein de personnes partout dans le monde. Ce qui veut dire que, par exemple, le réseau Bitcoin aujourd'hui, ou comme d'autres réseaux, si t'as, je sais pas, par exemple, les États-Unis qui bannissent le Bitcoin du jour au lendemain, vu que t'as des nœuds partout dans le monde encore, bah, le réseau continuera d'exister, continuera de se gérer tout seul parce que il est très décentralisé. Ça, c'est l'origine du Bitcoin, enfin, c'est l'origine Bitcoin, mais de la blockchain au tout début. Le Web3, c'est un terme un peu plus large, un peu plus, parfois on dit marketing, mais j'aime beaucoup ce terme Web3 parce que ça englobe beaucoup de choses qu'on pouvait entendre et qu'on savait pas trop où les mettre. On te parle de blockchain, on te parle de crypto, on te parle de Bitcoin, on te parle de NFT, de métaverse aussi, et il y a un moment on dit bon ok c'est bien, et là maintenant on parle de Web3. En fait le Web3, c'est simplement la troisième version du web. C'est ça que l'ambition du Web3, c'est en fait la première version du web à l'origine, c'était juste de pouvoir transmettre de l'information. Je peux t'envoyer quelque chose. La deuxième, c'est transmettre. La deuxième version, c'est transmettre et créer de l'information. Et c'est un peu notre version actuelle. Aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu peux créer une photo, la publier et du coup sur ton profil pour partager tes vacances en Italie ou whatever. Ce qui est bien, ça c'est ce qu'on connaît. La troisième version, elle a pour ambition de pouvoir envoyer, créer et détenir l'information que tu fais. C'est-à-dire que, comme le précédent exemple sur Instagram, tu vas créer cette photo, mais c'est pas Instagram qui va la détenir et qui va avoir le pouvoir de faire ce qu'il veut avec. C'est toi qui vas la détenir dans ton portefeuille et qui va avoir tous les droits dessus. C'est-à-dire que tu pourras la publier là-dessus, mais tu pourras aussi ne pas la republier, l'enlever, la publier aussi autre part, me la transférer si je veux, la vendre, la cacher, etc. Et ça a des impacts partout, parce que ça a des impacts au niveau monétaire. Tu peux détenir toi-même des choses, enfin ton propre argent, toi-même. Tu peux aussi détenir des actifs que tu crées, des actifs numériques, c'est-à-dire, comme je viens de te dire, une photo que tu veux publier, ou ça peut être même de l'information. C'est-à-dire, là on parle d'identité numérique. Plus tard, tu peux avoir ton portefeuille avec toutes tes coordonnées, ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de téléphone, par exemple. Tout est crypté, tu es la seule à pouvoir le décrypter. Et imaginons, tu veux te connecter sur, je sais pas, le site de la sécurité sociale. Là, tu donneras accès que à ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale. Mais après, tu veux te connecter sur un réseau social, tu ne donneras peut-être que ton nom, ton prénom, mais pas ton numéro de sécurité sociale, etc. C'est toi qui as l'intégralité du pouvoir sur ta donnée. En tout cas, c'est l'ambition du Web3. Et ça, du coup, ce que je viens d'expliquer entre transmettre de l'argent, enfin détenir de l'argent, détenir des photos ou détenir de l'information, bah c'est tout simplement en utilisant un réseau blockchain avec des cryptos, avec des NFT. Et là-dedans, pour intégrer aussi cela, il y a ce qu'on parle du métaverse. Le métaverse, c'est un peu plus particulier parce que c'est déjà le métaverse, c'est quoi ? C'est avoir des interactions de façon digitale. Du coup,
techniquement, un Teams, un Skype, c'est un métaverse, parce qu'on a des interactions virtuelles. Aujourd'hui, bien sûr, qu'on en parle, on voit plus quelque chose comme avoir son avatar, se balader dans un monde virtuel et pouvoir échanger avec la personne. Aujourd'hui, le métaverse, ça peut être intégré à cette sphère Web3 ou non. Meta, anciennement Facebook, crée son métaverse, mais en tout cas, à l'instant T, n'a pas d'ambition de le développer de façon Web3. Je m'explique, ils vont détenir toujours l'information, ils vont l'enregistrer, toute cette information, et son métaverse sur sa base de données. Du coup, ça reste un métaverse, on va dire, traditionnel. Parce que les données appartiennent à Facebook, entre guillemets. Exactement. Alors que d'autres, en tout cas l'ambition qui est mise, il y a d'autres métaverses aujourd'hui qui existent, qui ont été créés, et qui sont sur la blockchain, et qui fait que tu détiens toi-même tes actifs, détiens toi-même ton profil dessus, et c'est à toi de te connecter ou pas dessus. Et du coup, là, c'est vraiment Web3 en mode, tu détiens l'information, tu détiens tes actifs, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux avec, et si tu veux te connecter à ce métaverse pour les utiliser dessus, tu peux bien sûr le faire. Et comment t'es tombé dedans, toi, alors? Est-ce que t'as investi en crypto, ou comment ça s'est fait? C'est intéressant, ça, parce qu'en fait, alors, je pense que la première fois que j'en ai réellement entendu parler, c'était en 2016, quelque chose comme ça. Je pense comme beaucoup de personnes, on a vu un documentaire qui parlait du dark web avec du coup le dark web, c'est cette partie un peu sombre d'internet où il y a des choses qui se font un peu de façon illicite. Il y avait ce site Silk Road, je crois ça s'appelait, qui était le Amazon du dark web, où tu pouvais acheter des choses dessus, mais c'était de la drogue, etc. Des armes ou même des organes. C'est ça, ouais, tout ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Je me suis pas amusé à aller dessus. Bon, de toute façon, il était fermé à l'époque, après. Mais du coup, dessus, ils faisaient des transactions en Bitcoin. Première fois que j'en entends parler. À vrai dire, je m'y intéresse pas plus que ça. Et puis quand on était justement en DSCG, qu'on était dans notre classe à l'ENGDE ou qu'on était dans ces locaux, en 2017, il y a eu cette explosion des cryptoactifs. En tout cas, la première explosion que nous, on a connue, on va dire, à notre âge. Et justement, le Bitcoin qui passait, je sais pas, de $2 000 à $20 000. C'était le plus haut qu'il avait fait. Et je vais être honnête, moi, il y avait quelques-uns de mes amis, et moi, le premier, je crachais un peu dessus en disant, mais c'est illogique. Je n'ai rien acheté à ce moment-là, et je sais que Léopold avait acheté à ce moment-là. Je sais qu'il il avait quelques positions qu'il a dû refermer plus tard. Moi, ça m'intéressait pas, non pas parce que c'était pas intéressant, parce que j'ai commencé à regarder. Je vois la technologie blockchain, je vois qu'il y a un intérêt, une utilité. Sans trop creuser, je me dis c'est intéressant. Mais quel est l'intérêt d'acheter quelque chose qui vaut si cher, qui monte aussi haut, alors que quand je l'ai, ça me sert à rien? Et qui n'existe pas qui n'est pas physiquement. Physiquement, qui n'est pas tangible. À la limite, ça, c'était pas trop un problème, parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter un truc qui n'est pas physique. Ou même une action, tu me diras, en soi, tu n'as pas le bout de papier. Une action, c'est pas très physique. Si tu joues à un jeu vidéo et que tu vas t'acheter un pass premium ou des vies en plus, c'est pas physique, tu vois. Mais il n'y avait pas d'intérêt derrière, à part le détenir. Je savais pas quoi faire, je me connectais pas à la blockchain Bitcoin pour payer mes amis des pintes le vendredi, ça me servait à rien. C'était purement spéculatif. Et c'est un des vices de la crypto, il y a quand même beaucoup de spéculation dessus, beaucoup de volatilité. Le Bitcoin ensuite c'est cassé la figure, et on l'a mis un peu de côté, mais comme je te l'expliquais un peu avant, tout ce qui est le milieu de la finance m'intéressait. Et du coup, le Bitcoin et tout ça, je l'avais mis un peu de côté et je le regardais de temps en temps comme ça, par curiosité, juste pour dire, tiens, voilà quoi. Et c'était en 2020, il me semble, où je le vois monter. Je le vois taper $20 000. Là, c'est vraiment purement financier. Je le vois taper $20 000, le plus haut $19 000, le plus haut qu'il avait fait en 2017. Et là, personne n'en parle. C'est-à-dire, le truc a refait un fois 4. C'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui vont dessus. Encore une fois, ce problème mathématique de dire, ok, ça veut dire que si ça monte, c'est-à-dire que des gens y vont, mais pourquoi des gens y vont? Alors personne n'en parle en plus, là, cette fois-ci. C'est exactement pareil qu'avant, mais là, il y a personne qui en parle. Et là, je creuse. Et là, je découvre un truc, je découvre qu'il y a vraiment des choses qui se sont développées depuis. Il y a un truc qui s'appelle la DeFi, qui est la finance décentralisée. J'y reviendrai aussi. Et ça m'a... Là, je voyais du coup commencer des usages commencer à se développer dessus. Là, il y avait réellement un truc de tu achètes cette crypto pour justement
participer à la finance décentralisée. Bon, la finance décentralisée, en fait, c'est quoi ? Globalement, c'est tout ce que je voyais déjà dans mon métier, les activités de prêt, d'emprunt, d'apporteurs de liquidités, d'assureurs. Sauf que là, sur la blockchain, justement, tu pouvais être l'assureur ou l'assuré, le prêteur ou l'emprunteur, l'apporteur de liquidité ou celui qui utilise cette liquidité. Et là, moi qui travaillais dans la finance et qui voyais un peu ce monde très difficilement disrupté, qui n'arrivait pas à bouger les murs, là d'un coup je vois petit rigolo qui crée des trucs sur la blockchain et qui permet de remettre un peu, de rebattre les cartes entre guillemets, de dire bah aujourd'hui j'ai des cryptos, je peux les prêter, ça me fait rapporter des intérêts, je peux aussi prêter ma liquidité, je peux m'assurer dessus. Et du coup il y avait un début d'usage et du coup ça m'intéressait. C'était vraiment le premier orteil que j'ai mis dedans. Et en fait, depuis, après, j'en suis pas sorti, parce qu'après, j'ai découvert là-dessus un peu plus comment ça fonctionne réellement les blockchains, quels sont les modèles de gouvernance. Les NFT étaient déjà un peu arrivés, mais on n'en parlait pas. Et là, je découvre ce côté actifs digitaux unique. Je vois l'évolution dans le gaming. Comme mes premiers NFT que j'ai achetés, c'était pour jouer à des jeux. Voilà, il y avait des choses, je pouvais faire des choses et je voyais un engouement, enfin, quelque chose vraiment d'utile. Et du coup, bah, en fait, dans mon temps personnel, le midi, quand j'étais chez moi en télétravail avec le Covid, ou le soir, je continuais d'en apprendre. Et en fait, c'est toujours le cas en fait aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis justement, quand Marilyn, l'associée au sein de Loat est arrivée, de parler avec elle et de pouvoir intégrer justement son service. Quand j'ai intégré son service, en fait, quand je l'ai contacté la première fois, pour justement montrer que je suis pas juste quelqu'un qui est intéressé, et notamment par l'aspect financier, parce que c'est vraiment pas que ça qui est intéressant dans cette technologie. C'est ça un peu qui est dommage, c'est que parfois on voit ce côté, le Bitcoin qui monte, qui descend, etc. Mais il y a derrière une infrastructure technologique qui existe et qui est super intéressante, qui peut changer beaucoup de choses. Et on le voit de plus en plus, c'est ça qui est assez intéressant, notamment avec des entreprises qui se lancent dans le Web3. Pour parler à Marilyn, je lui ai envoyé un mail et pour montrer que j'y connaissais, j'avais fait un mini-article sur Canva avec différentes pages où j'expliquais justement la DeFi, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes activités, quelles sont les évolutions, etc. Et avec un beau design pour lui montrer que voilà, je m'intéresse à ça, mais réellement, c'est pas juste ça m'intéresse d'acheter du Bitcoin pour espérer devenir millionnaire, alors que pas du tout, quoi. Mais c'est un bon exemple de se dire que en fait une passion, enfin un sujet qui nous intéresse à titre perso, bah on peut un peu en faire son métier, surtout quand on est dans la compta, l'audit, etc. Enfin, en fait, t'aimes le sport, tu peux, je sais pas, tu peux avoir des clients qui sont des joueurs de haut niveau et les conseiller sur l'optimisation du patrimoine ou être l'expert comptable, je sais pas, d'un stade de foot. Enfin, en fait, peu importe ta passion, tu peux toujours trouver un lien avec l'expertise comptable ou l'audit. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et toi, du coup, tu as fait ton stage chez Deloitte. Alors, comment ça s'est passé ton stage? Comment tu as trouvé ton sujet de mémoire? Je pense qu'on s'en doute qu'il était un peu déjà tout trouvé. Comment tu t'es préparé aux épreuves? Comment ça s'est passé un peu? Du coup, oui, full chez Deloitte. Mon sujet, je l'ai pas trouvé tout de suite parce que j'ai commencé mon stage au sein de Deloitte. J'étais toujours côté banque. Mais en soi, le stage s'est bien passé. En soi, le stage sur les 3 ans, c'est pas très compliqué. Ce qu'on nous disait souvent quand on était encore en DSCG, c'est que le DEX, c'est pas compliqué en termes... c'est surtout un marathon. Faut arriver à tenir la cadence. Faut se dire, OK, je continue. Je me pose ce week-end pour faire un rapport. Mais c'était pas si complexe parce que là, on touchait vraiment... On mettait le doigt dans... c'est ce que je fais tous les jours. Du coup, je vais faire un rapport sur ce que je viens de faire là. Et voilà, c'est pas juste essayer d'apprendre par cœur du droit fiscal pour après le ressortir bêtement. Du coup, à ce niveau-là, ça allait. En soi, ça demande un peu de rigueur de se dire, bon tiens, ce week-end, je vais un peu faire mes e-learning, je vais sortir mon deuxième rapport, faire mon administratif pour déclarer mes heures. Mais ça allait en soi. Et je pense comme beaucoup de personnes, le plus compliqué, c'était la dernière année, surtout la dernière partie de l'année. Quand j'ai intégré du coup le service blockchain et Web3, j'ai très rapidement trouvé mon sujet. Parce qu'en fait, du coup, au sein de mon service, on a du coup cette casquette plus d'advisor, mais aussi d'auditeur. Côté audit, c'était nouveau. Les clients de Loat qui avaient de la crypto, il y en a aujourd'hui.
On le voit, hein, dès qu'on voit des gens qui disent ils ont acheté un terrain de métaverse, ils développent une solution, ils se lancent dans le Web3. Si on les a côté audit, ça veut dire que nous, on doit aller regarder comment ils ont fait, est-ce qu'il n'y a pas de problématique, etc. Il y avait toute cette méthodologie à mettre en place. Se dire, OK, tu fais une transaction sur l'Ethereum, tu as acheté un NFT, tu as acheté des Ethereum, et tu les as placés sur de la DeFi. OK, quels sont les risques ? Comment je vais vérifier ça aussi pour m'assurer qu'il y a bien toutes les transactions ? Comment je couvre toutes mes assertions d'audit ? Et tout ça, c'était le travail que j'ai fait, que j'ai en tout cas aidé à faire avec notre fonction qualité et risque au sein de Deloitte, qui justement est en charge un peu de tout ça. Et vu qu'eux aussi étaient un petit peu perdus sur cette technologie, je leur apportais aussi beaucoup sur leur expliquer qu'est-ce que c'était, je leur ai aidé aussi à mettre en place un peu tout cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on intervient justement pour les équipes d'audit qui voient de la crypto et qui ne savent pas trop comment ça marche, pour justement intervenir et couvrir ces risques qu'ils ne voient pas. Parce qu'on l'oublie souvent, mais ça c'est le truc qu'on entend souvent, c'est mon client il a acheté 2 bitcoins, ça vaut, ça dépend du moment, mais on va dire ça vaut 30 000 euros ou ça vaut 40 000 euros. C'est pas matériel chez moi, du coup c'est pas très significatif dans les comptes de mon client, je m'en fiche. Alors oui, c'est vrai. Mais la problématique, c'est que ton client a commencé à avoir un portefeuille connecté à la blockchain, fait des opérations sur un nouvel outil que tu ne connais pas qui s'appelle la blockchain. Dans les comptes, tu vois peut-être 30 ou 40 000 euros, mais en fait, ça se trouve, nous on va regarder, on va voir qu'il y a eu d'autres opérations qu'il n'a pas mis. Il y a peut-être aussi, c'est bête, mais des opérations qu'il a réalisées avec des clients qui en fait sont très peu recommandables. Parce que il y a des vices au sein de cette technologie comme des hacks, des vols de crypto-monnaies. Ces personnes qui volent leurs cryptos, après veulent, entre guillemets, remplacer ces cryptos par d'autres choses pour éviter, essayer de blanchir blanchir cet argent qu'ils viennent de voler. Et il peut arriver qu'ils vont acheter du coup des NFT ou d'autres trucs que, par exemple, le client peut proposer. Et le client qui n'a rien demandé peut se retrouver à avoir vendu son NFT artistique peut-être, à quelqu'un qui avait hacké avant une plateforme. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu, tant mieux, mais justement, on vérifie ça. Tout ça, c'est des risques, du coup, liés à la fraude ou non, qu'on se dit que naturellement un auditeur va se dire mais moi je vois un truc qui est pas matériel dans mes comptes, je m'en fiche, mais en fait peut-être qu'il y a beaucoup de choses derrière que tu ne vois pas et que le client ne voulait pas te montrer, ou n'a pas réussi à montrer, ou n'a même pas compris. C'est justement ce qu'on regarde. Du coup mon sujet était en fait tracé, c'était ce que j'ai fait au sein de Deloitte. Je l'ai retrouvé après dans mon mémoire. C'était aussi passionnant pour moi de l'écrire parce que c'était assez plaisant de se dire que j'écrivais un mémoire que je portais personnellement. À défaut je te parlais de mon mémoire de DCG que je me rappelle à peine, qui était plus un sujet du moment, mais qui me passionnait pas plus que ça. Là, c'était un sujet qui me passionnait. Ça me demandait de rentrer davantage dans le détail, d'arriver à vulgariser ce qu'est la blockchain, les nouvelles technologies type NFT, les marchés qui sont disruptés comme la finance décentralisée, la finance, mais aussi les marchés plus traditionnels. Ça, c'était super intéressant. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire un mémoire qui, du coup, l'objectif, on nous dit toujours quand on fait un mémoire, il faut que ce soit une brique qui aide la profession, que si quelqu'un lit ton mémoire, il puisse être aidé. Et c'était vraiment l'ambition que j'ai suivie au final, de me dire, si tu lis aujourd'hui mon mémoire, dans cette première partie, tu vas comprendre ce qu'est la blockchain, quel va être l'impact chez ton client, pourquoi il va aller dedans, ou comment tu pourrais conseiller ton client s'il veut se lancer dedans. Alors fais attention, va pas trop là-dessus, mais va faire plutôt ça vu ton activité. Mais aussi avec les autres parties de mon mémoire, de dire, ok, maintenant, tu as une mission d'audit à faire. Voilà les différentes étapes. L'initiation de l'émission, est-ce que tu prends la mission ou pas? Est-ce que tu l'externalises, cette activité ou pas? Définir ton risque, tes risques. Revoir le contrôle interne et les process du client. Et les différents travaux d'audit. Et en plus de ça, du coup, je m'étais lancé le défi de créer justement des outils, et je me suis amusé comme un fou cet été à créer des fichiers Excel où du coup, ça va directement chercher l'information sur la blockchain pour que tu obtiennes les opérations de ton client qui sont directement converties en euros à la date d'opération qu'il faut, etc. pour que naturellement n'importe quel expert comptable ou commissaire aux comptes qui a besoin, dès qu'il a les informations de son client, il le met dans le fichier Excel, il charge la query et ça sort l'information. Et c'était aussi assez passionnant de faire ça, de me dire que c'est quelque chose qui justement au sein maintenant de Deloitte, on va aussi utiliser là par la suite. Est-ce que ça t'a pas fait peur de faire un mémoire sur un sujet aussi
aussi nouveau, tu vois, parce que je sais pas, peut-être que c'est des idées reçues, mais moi j'ai déjà entendu des histoires où en fait, quand tu viens d'un big, des fois déjà tu peux être un peu discriminé par rapport à d'autres personnes, parce que si tu tombes sur un jury qui est d'un cabinet un peu plus classique, ça peut entre guillemets créer des frictions, et en plus avoir un sujet un peu innovant où potentiellement tu vas tomber face à des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet, et donc soit qui peuvent se dire comme tu le disais tout à l'heure, les cryptos, c'est juste des trucs qui montent et qui descendent, et tu vois qui va pas vraiment voir plus loin que ça. Est-ce que ça te stressait ou pas du tout? Tu disais moi je suis sûre de mon sujet, je sais ce que je dis, je sais ce que je vaux. Mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement je me l'étais posé un moment quand même, de me dire je risque de tomber sur un jury qui peut me casser, et notamment aussi sur ces deux aspects, soit le côté technologique de non mais du coup ça sert à rien cette technologie, ou de l'autre côté vous avez une vision trop d'un gros cabinet, du coup ça ne correspond pas à la profession pour vraiment les experts comptables et commissaires aux comptes. Et en fait ces deux questions ces deux aspects-là que tu viens justement d'émettre, je me les suis pris, je les ai gardés en toile de fond quand j'écrivais mon mémoire. Mon mémoire, j'ai évité qu'il soit tourné gros. Justement, je voulais que n'importe qui, justement, qui le lise puisse le faire. Du coup, c'est vraiment des fichiers assez simples à utiliser, c'est des questions. N'importe qui aujourd'hui qui a juste son PC avec Word et Excel peut aujourd'hui, du coup, avoir les clés en main pour réaliser ce type de travaux. C'était vraiment l'ambition que j'avais. Pas à un moment dans mon mémoire, je disais que c'était quelque chose qui était réservé à des gros. Il y avait même un moment où il y a une possibilité peut-être d'externaliser ces travaux-là. Pardon. Je faisais exprès de mettre plein d'experts comptables et commissaires aux comptes qui sont un peu spécialisés là-dedans et qui ne sont pas des gros Big Four non plus, justement pour dire ok voilà, je suis aujourd'hui, j'ai mon client qui vient de faire des opérations, je m'y connais pas trop, tiens, grâce aux mémoires, j'ai pas envie de le faire parce que ça a l'air trop complexe pour moi, mais là sur telle annexe je vois que je peux aller contacter tel expert comptable et commissaire aux comptes qui lui pourra m'aider là-dessus. C'était un peu l'ambition que j'avais là-dessus. Et côté technologie, j'étais un peu moins stressé à ce sujet, parce que quand tu fais ton mémoire, tu as accès grâce à ton compte à expert à Bibliothèque. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait déjà des sujets qui avaient été faits. Même mon sujet avait déjà commencé à être fait, et il y avait déjà eu un outil, mais qui datait d'il y a 2018, il me semble, ou 2017. Du coup, il y avait beaucoup de nouvelles choses. On parlait pas des NFT, on parlait pas de la DeFi, et il y avait bien plus de blockchain à analyser. Du coup, je me disais que c'était quelque chose qui pouvait intéresser si le truc était bien fait. Et j'étais un peu plus rassuré parce que c'est un sujet que je voyais vraiment dans mon métier, je le voyais tous les jours et que je retransposais ensuite sur mon mémoire. Du coup, et c'est ce que j'ai senti vraiment quand j'étais à l'oral, c'était mon jury était déjà super adorable, super gentil. Ils étaient intéressés par justement, mais du coup, comment vous faites réellement quand vous y êtes, etc. Ok, vous écrivez ça, mais comment techniquement vous le faites? Et du coup, c'était un vrai échange où j'avais des choses à dire, et il y a réellement aujourd'hui cette chose-là, encore un marché de niche, entre guillemets, l'audit des opérations crypto, qui quand même se développe, et qui, c'est bien d'avoir un petit mémoire dans un coin qui peut quand même accompagner les personnes si par hasard ils tombent dessus. Est-ce que ça avait toujours autant de sens pour toi de faire le deck, sachant que je pense que ton poste actuel ne nécessite pas forcément d'avoir le diplôme, et qu'en soi tu peux être manager dans un big et au service blockchain, et ne pas avoir le deck, contrairement à, tu vois, si tu veux monter ton cabinet, le créer, être l'expert comptable, tu es obligé d'avoir le diplôme. Donc, est-ce que ça faisait toujours autant de sens pour toi? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est plus un accomplissement personnel, ou est-ce que tu vois, tu sens qu'il y a quand même un réel intérêt, je sais pas, de légitimité auprès des clients, auprès peut-être de tes collègues? Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, j'ai toujours voulu ce diplôme d'expertise comptable, et j'avais commencé, du coup, bien évidemment, je voulais finir. Je me suis posé rapidement la question de me dire, est-ce que j'ai besoin de finir ce deck, sachant que maintenant je pars plus sur de la blockchain, etc. Et ça a été très rapide pour moi de dire si, il me le faut. Je le veux. Parce que déjà, je le veux parce que j'ai commencé, je veux pas m'arrêter. Le chemin était si long. Arrivé, il reste 6 mois à faire, 6 mois difficiles.
c'est les 6 mois où tu pars tes vacances, où tu révises, etc. Mais je voulais le faire pour quand même l'avoir, pour avoir cette légitimité aussi de se dire, voilà, je travaille aujourd'hui quand même toujours en audit. Aujourd'hui, j'ai cette expertise de dire, oui, sur le côté audit, sur le côté blockchain, je m'y connais. Et en plus, regardez, il y a cette légitimité parce que j'ai ce mémoire qui a été fait et qui m'a permis d'avoir ce diplôme. Du coup, pour moi, c'était tout naturel de continuer. Même si aujourd'hui, effectivement, je passe pas des écritures comptables ou je fais pas que de l'audit, je trouve ça naturel quand même de l'avoir fait et de l'avoir fini parce que j'ai quand même cette expertise et je le sens réellement quand j'en parle parfois avec des clients parce qu'il y a ces aspects comptables sur lesquels quand même je peux en parler, ces aspects d'audit et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un atout et je le sens vraiment, je commence déjà même à le sentir maintenant de l'avoir, que c'est un atout quand même pour que ce soit sa légitimité mais également montrer son expertise côté blockchain et Web3. Et donc, a priori, t'as pas forcément envie ou c'est pas forcément dans tes projets de créer un cabinet ou de t'associer dans un cabinet, on va dire, plus classique. Toi, t'envisages plutôt de rester chez Deloitte? C'est un bon point, effectivement. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même un poste assez atypique le marché de tout ce qui est blockchain et Web3 en CDI, il y a presque pas de job. C'est vraiment très de niche. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie et que j'en suis bien heureux. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au sein de Deloitte aujourd'hui, on est une petite équipe de 5. On était 3 il y a de ça encore 1 an et demi. Et en fait, c'est un peu bête dit comme ça, mais ça fait comme une petite start-up qu'on essaie de développer. Il y a les offres à développer, il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver ou quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on la comprenne pour aussi pouvoir voir comment on peut bien l'intégrer côté audit, mais aussi côté advisory. Il y a une équipe à gérer, à essayer de faire grandir. Il y a une communication autour de ce service à essayer de faire, que ce soit en interne, mais aussi en externe, de dire Deloitte, on est connu pour l'audit, on est connu pour les aspects financiers. Mais plein de fois, on nous a vu dans des événements et on nous a dit « Ah, Deloitte, dans blockchain et Web3 ». Justement, ça, on a ce travail à se dire « Tiens, on est aujourd'hui expert et regardez, voilà pourquoi ». Et ça, du coup, il y a encore énormément de challenges qui me font dire aujourd'hui que là, pour l'instant, il faut que je continue d'avancer là-dedans et ça me plaît énormément. Après, la vie professionnelle est longue encore. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de l'avoir parce que ça t'ouvre la possibilité de créer ton cabinet à un moment, d'être indépendant ou de t'associer avec les bonnes personnes pour développer de super choses. On verra dans l'avenir. C'est pas impossible que peut-être un jour, si toutes les planètes sont alignées, de se lancer là-dessus. En tout cas, on n'est pas obligé de créer son cabinet, de Exactement. s'associer. Enfin, on peut aussi rester salarié dans un cabinet Exactement. quand on s'y sent bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie perso-pro, comment tu gères? Est-ce que du coup, je suppose que maintenant que le deck est terminé, c'est un peu mieux? Est-ce que tu fais des activités en dehors? Je suppose que tu te documentes toujours sur le Web 3. C'est la renaissance, à vrai dire. C'est vrai que la dernière année, surtout à la fin, j'avais eu un peu de retard en termes administratifs, qui fait que j'ai commencé l'écriture de mon mémoire assez tard, fin juin, mi-juin, que je devais rendre fin août. Du coup, à ce moment-là, j'avais pas trop de vie à ce moment-là, sachant que c'était les meilleurs jours de l'année. Mais bon, du coup, à ce moment-là, c'est vrai qu'on mettait les choses de côté. Et puis les matières écrites ont été travaillées à partir de mi-septembre jusqu'à mi-novembre. Du coup, encore une fois, beaucoup de rush. Puis après, on arrive sur les trucs de fin d'année qui font qu'il y a des choses à clôturer. Et après, il y a les vacances de Noël. Du coup, effectivement, là, je respire. Ça fait du bien de reprendre un peu sa vie en main, entre guillemets, de dire, tiens, c'est bon, j'ai du temps, tiens, je peux faire des choses. Et du coup, pour répondre à ta question, effectivement, en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que une de mes passions naturelles, c'est la blockchain et le Web3. Du coup, oui, effectivement, je vais passer le soir à traîner sur du Twitter ou sur des réseaux pour en apprendre davantage. Je suis toujours très connecté à cet écosystème-là qui fait que quand il y a quelque chose qui tombe, comme, je sais pas, il y a eu un scandale en novembre dernier, justement, une semaine avant mon oral sur FTX, qui est une grande plateforme américaine, qui était située aux Baléares, aux Bahamas, pardon.
qui est tombé en fait, tout simplement. Ça, je l'avais la news en direct sur mes réseaux, je le voyais du coup, je suivais l'information en direct, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quels étaient les impacts futurs, etc. Et du coup, ça c'est un peu ma passion aussi de mon côté, ce qui est un peu, du coup, peut paraître bizarre parfois. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai aussi quand même du temps, ça fait du bien. J'ai repris le sport, ce qui fait du bien. On a un abonnement, ce qu'on appelle Gymlib, au centre de l'OAT. C'est ce qui nous permet d'accéder à plein de salles de sport, ce qui m'a permis de reprendre un peu la natation et d'essayer plein de types de sports différents, ce qui fait du bien de reprendre cet aspect-là de ma vie. Et de retrouver un peu ces week-ends pour passer du temps avec ma copine, mais aussi avec mes amis et pouvoir faire d'autres choses que de rester devant le PC, quoi. La question me vient là, je me dis s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait un peu, justement, qui a peut-être une passion un peu pour ce sujet-là, comment Enfin, tu vois, tu disais que toi, tu avais montré vraiment que tu avais que c'était ta passion, que tu connaissais le sujet en plus en profondeur que peut-être quelqu'un qui s'intéresse juste de loin aux crypto, ça monte, ça descend. Quelqu'un qui serait passionné comme toi et qui voudrait, par exemple, postuler, donc, idéalement chez Deloitte dans ce service-là, comment il fait pour se démarquer concrètement? Est-ce que, je sais pas, je suppose que dans les prochaines années, vous allez être amené à recruter. Donc, qu'est-ce qui ferait la différence? Très, très bonne question, parce que justement, on avait déjà commencé à recruter. Là, pas actuellement, parce qu'on a pour l'instant la taille critique, mais on espère être amené justement en évoluant, en continuant d'évoluer, à continuer d'embaucher. Et c'est un bon point parce que on m'a beaucoup contacté sur LinkedIn. On a eu aussi surtout quand c'était vraiment la hype. Tout le monde entendait la blockchain, le Web3, les NFT, le métaverse. Du coup, tout le monde était intéressé. Peut-être trop, parfois. Comment se démarquer? C'est assez simple, mais c'est le cas, en fait. C'est montrer réellement une vraie passion. Montrer réellement une vraie passion pour la chose. Pas juste... Parce que parfois, je parle avec des personnes, et les personnes, au final, quand je creuse un peu, je découvre que ce qu'ils sont intéressés, c'est juste ouvrir un compte pour acheter du Bitcoin, pour espérer le vendre 4 fois plus cher dans X temps. Je dis pas que c'est mauvais, parce que, bon, effectivement, j'ai aussi des cryptos dans mon coin, et il y a peut-être aussi parfois un aspect spéculatif, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a une technologie qui est intéressante et qui peut disrupter des choses. Il y a aujourd'hui des entreprises qui se lancent dans le Web3. On voit, alors il y a Nike qui s'est lancé, il y a Puma, en France il y a Lacoste, on entend aussi parler de Casino. Il y a des choses, du coup il faut être capable de parler de ça. Là par exemple, PMU vient de se lancer. Moi, un des trucs que j'adorais, c'est de regarder ce que PMU ont fait. Regardez, je trouve qu'ils ont bien lancé leur truc. Regardez qu'est-ce qu'ils ont lancé, quels ont été comment ils ont attiré la communauté, comment ils vont lancer se développer dans l'Web 3. Et je trouve ça passionnant de les suivre et de faire tout ce qu'ils ont fait pour voir comment ils l'ont fait. Si je parle à quelqu'un en face et qui me dit « Ah oui, j'ai suivi les dernières news, il y a eu ça, ouais, j'adore comment ils ont fait ça, c'est différent de ça, d'une autre entreprise, etc. » On voit que la personne s'y intéresse et creuse davantage. Il y a même une question que j'adore, enfin une question, ou plutôt un aspect que j'adore dès qu'on parle de quelque chose. Quand quelqu'un me parle d'un projet ou me parle de la blockchain, je lui dis, c'est toujours la question que je me pose, c'est pourquoi la blockchain là? Pourquoi tu mets une technologie blockchain? Parce que parfois il y a des gens qui me parlent de projets, qui me disent j'adore ça ou je veux développer ça parce que je veux créer je sais pas, le CRM ou le truc qui fait qu'on va utiliser la blockchain, etc. Et je dis, mais ça sert à quoi? Pourquoi tu mets la blockchain? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est purement marketing? Exactement. Ou parce que s'il y a pas est-ce qu'il y a un intérêt d'intérêt, ouais. Exactement. Parce que beaucoup, à ce moment-là, bégayent, ils disent « Non, mais parce que c'est le futur, c'est le Web3. » Bon, là, déjà, ça fait un peu red flag de « Bon, ok, du coup, c'est marketing. » C'est opportuniste. Exactement. Alors que d'autres, parfois, vont se poser et dire « C'est tout simple, parce que grâce à la blockchain, on va pouvoir avoir une meilleure traçabilité du produit qui va nous permettre, grâce à cette technologie, de suivre vraiment le client. On va pouvoir, là, je parle de traçabilité, par exemple, de suivre le produit de A à Z, de voir l'impact écologique que tu as eu en achetant ce produit, et tu as l'information directement sur un réseau public que tu as accès naturellement, qui n'est pas géré par l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que c'est même pas l'entreprise qui va la gérer. Et là, je t'écoute et je dis, ok, là, t'as réfléchi le truc, et là, il y a vraiment un usage utile. Et du coup, c'est juste être intéressé par la chose, et s'intéresser, c'est au-delà des prix, au-delà de cette volatilité, et voir quels sont les apports pour l'avenir. Et alors là, c'est passionnant. Récemment, on a embauché quelqu'un, et
Et en fait, on avait cette conversation. Il me disait, oui, non, mais il y a des moments où moi, ça m'énerve de voir des gens qui mettent de la blockchain pour mettre de la blockchain. Et du coup, on échangeait là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est venu avec nous aujourd'hui. C'est qu'il s'y connaît vraiment bien au niveau de la technologie, au niveau de son apport. Voilà. Et je pense que ça s'étend un peu partout. C'est ce que tu disais, et à juste titre, ce qui est vraiment super avec ce diplôme, c'est qu'aujourd'hui, on peut être expert comptable, commissaire aux comptes, évoluer dans cet écosystème comptable. Mais en fait, il y a plein de choses autour. On adore le sport, on peut être expert comptable spécialisé dans le sport. Et vraiment, dans telle niche, il faut. On peut être DAF chez Decathlon. Exactement. On peut être DAF chez Decathlon, on peut être en contrôle de gestion aussi là-dedans, etc. C'est ça qui est super, c'est qu'on peut allier le côté métier du chiffre avec ce qu'on aime. Là, aujourd'hui, l'exemple avec moi aujourd'hui, c'est tout ce qui est tech, blockchain, Web3, mais il y en a plein qui l'ont fait dans d'autres sens. Moi, je connais aussi quelqu'un qui est parti plus dans le côté associatif et qui, du coup, se plaît tous les jours de voir qu'elle accompagne des personnes qui sont... Enfin, des activités qui, elles, sont moins, on va dire, capitalistes et moins à la recherche du profit, mais qui vont essayer d'aider les gens. Et du coup, elle s'y plaît, et elle adore faire évoluer dans cet écosystème, mélanger le chiffre et l'associatif. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu peux mélanger le chiffre en fait avec n'importe quel autre domaine. Et du coup, est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi ? Je pense que je suis quand même fier de mon parcours parce que, bon, déjà, on a commencé, comme on disait au début, j'étais loin de partir là-dessus. Ils n'auraient pas parié sur toi, je pense. Ouais, je pense que beaucoup de personnes, même mes parents ont compris, n'auraient pas parié sur moi pour faire ça. Mais je suis fier parce que, déjà, c'est bête, mais j'ai atteint le deck, enfin, je l'ai eu. Dans ma classe. Si loin. Ce qui paraissait si loin, en fait. La première fois que j'en ai entendu parler et que je me suis dit, j'y vais, j'étais en première. J'étais en 2010, 2011, peut-être, un truc comme ça. C'était du coup, il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Tu fais, ok, et là, aujourd'hui, c'est bon, je l'ai. Et il y a une phrase, ça me rappelle, quand j'étais à l'école, en DCG, j'avais un de nos professeurs d'économie qui était assez cool et aussi qui nous apprenait bien, qui était un très bon prof d'économie, et qui à un moment était face à nous, assis, il était face à la classe de 30 personnes, il nous dit, bon, vous voyez, là, en face de moi, vous êtes 30, vous avez le deck dans combien de temps ? Dans 7 ans, 6 ans ? Bah, en face de moi, il y en aura que 3 qui l'auront. Résultat des courses, on a été 2 qui l'ont. Là, j'ai un ami à moi et moi qui l'avons eu pour l'instant. Ce qui, au final, il avait pas tort. Pour l'instant, il y a plein. Les personnes que j'ai suivies, qui étaient dans ma classe à ce moment-là, ont changé parce qu'ils préféraient faire autre chose. Ont commencé le deck, mais l'ont arrêté ou l'ont mis en suspens. On finit le stage, vont pas passer forcément les épreuves, vont passer que les écrits, pas encore le mémoire. Exactement. Du coup, ce qui fait que je suis assez fier de me dire que j'ai quand même réussi à finir jusqu'au bout. Et en plus de ça, d'avoir réussi à allier le côté petite passion perso avec aujourd'hui le métier, mon métier. Aujourd'hui, c'est normal que je regarde les nouvelles choses qui se passent sur la blockchain et le Web3 parce que c'est pas juste ma petite passion que je vais lire le midi ou le soir, c'est mon métier en fait. Il faut que j'arrive à en parler face aux clients. Du coup, c'est super. Et quels sont, je sais pas si tu as des projets, que ce soit pro ou perso, dans les mois ou les années qui arrivent ? Alors, moi, les projets, c'est me développer personnellement, professionnellement, encore dans cet écosystème. Vraiment, du coup, que ce soit au sein de Deloitte, pour vraiment qu'on mette en évidence l'expertise qu'on a. Côté perso aussi, j'ai ce développement. En fait, je suis beaucoup actif sur Twitter. J'ai réactivé mon Twitter et je l'ai mis vraiment côté blockchain et Web3. C'est là où je partage des choses, des analyses que je fais qui sortent un peu du côté, qui restent dans le côté blockchain et Web3, mais qui restent dans le fondamental, où je vais dire, voilà, c'est assez impressionnant de voir telle activité blockchain, alors qu'en réalité, y a rien dessus, par exemple. Enfin, je rentre vraiment dans cette analyse. Je veux vraiment, je montre en même temps là-dedans que j'ai cette expertise, et en fait, toute cette passion que j'ai à travailler, à regarder ces choses de mon côté, au lieu juste de le garder pour moi et dire ok, d'accord, bon, du coup la blockchain Solana elle fonctionne comme ça, mais en réalité elle n'a que ça en utilisateur, ou à cause de telle mise à jour il y a ça comme impact. En fait, je le partage en plus. Et du coup, c'est cool parce que grâce à ça, j'échange avec des personnes qui sont dans l'écosystème. L'écosystème en soi est pas si grand que ça. On va vite avoir des connexions communes. C'est bête, mais au final, Léopold aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il est tombé dedans aussi. Et puis, en 2 échanges, on finit avec des personnes avec qui j'ai échangé. Et du coup, échanger sur Twitter sur ces sujets-là, ça me permet de
de parler avec de belles personnes qui sont aussi passionnées par ce sujet-là. Et du coup, c'est super, quoi. Et s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les referais différemment ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je les referais différemment ? Est-ce que tu serais plus sérieux au collège ? En vrai, non. Sur ce point-là, parce que en fait, je voulais pas. Ça m'intéressait pas. En fait, j'étais mauvais presque partout, sauf en maths, mais juste sur la partie statistique et probabilité. Déjà, on voyait que je tournais vers les métiers du chiffre, déjà rien qu'avec ça. Mais il fut un temps, je me suis posé la question si j'étais pas parti trop vite dans le DCG, DSCG. Parce que c'est un diplôme compliqué. Il y a énormément de choses à apprendre. On nous en demande beaucoup. Et on peut avoir cette frustration parfois de se dire qu'on n'est pas assez vu, au-delà du métier du chiffre, je parle, dans d'autres activités. On n'est pas assez reconnu, on ne comprend pas assez notre diplôme. Du coup, à une époque, je me suis dit, tiens, si j'avais fait plutôt un master CCA, qui est comptabilité, audit, dans un autre établissement, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être mieux pour moi en termes d'accomplissement personnel ? À une époque, j'aurais pu dire ça, mais vu qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le DEC, j'évolue dans cet écosystème encore blockchain et Web3, en fait, tout m'a permis aujourd'hui, je me plais tellement dans où je suis aujourd'hui qu'en fait, je changerai pas ce que j'ai fait avant parce que il y aurait un risque de peut-être ne pas d'avoir cette situation à la fin. Du coup, au final, je suis très content des bonnes choses que j'ai faites, des moins bonnes choses que j'ai faites aussi, pour au final en arriver là. Si tu avais un conseil à donner au Jérémy qui a 20 ans, donc qui est en DCG, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que je me conseillerais ? À part acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Parce que bon, ça peut être un Bitcoin, conseil. Ça aurait été un bon conseil. Je pense que je leur ai dit, ne sors pas, arrête d'acheter des bières et va t'acheter que du Bitcoin et dans quelques années, tu penseras même pas au deck. Non, bien sûr que non. Enfin, ça peut être un conseil aussi. Mais non, ce que j'aurais dit à mon moi d'avant, c'est que t'es dans le bon chemin. T'as fait un bon choix. Continue comme ça va être chiant. Ça va être galère, clairement. Tu vas prendre cher à des moments, mais vas-y à fond parce que franchement, ça en vaut la chandelle au bout. Je sais pas ce que j'aurais pu me dire d'autre que il y a des moments où tu n'auras pas envie, il y aura des moments où tu vas peut-être te dire tiens, je vais peut-être changer, mais en fait non. Reste sur le choix initial, fonce. Ce sera compliqué parfois, mais le jeu en vaudra la chandelle. Tu vas l'avoir ton deck. Et tu vas l'avoir, effectivement. Merci beaucoup Jérémy, c'était super intéressant. Un grand merci à toi, Merci. C'était super. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.